Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7-8 week-end. Alors comme d'habitude dans ce journal, nous allons revenir sur l'actualité de la semaine et vous présenter les bons plans pour le week-end. Dans cette émission également, nous retrouverons la rencontre avec le groupe mythique Elmer Footbeat, interprète de l'inoubliable Daniela. Aussi et en exclusivité pour cette édition, l'analyse complète du tableau Saint-Jérôme de Guido Reni, découvert récemment dans l'église de Magny-les-Hameaux. On y revient tout à l'heure. Mais pour commencer ce journal, nous partons à Versailles rencontrer le Young Old Timer Club dont les présidents étaient nos invités vendredi dernier. Pour ces passionnés d'automobile, les voitures anciennes sont les reines éternelles de la route et une cinquantaine d'équipages étaient réunis pour la 3e édition du rallye de la Nocturne. Anthony Reich et Jonathan Willeman. Jean-Marc et Nicolas ont dévalé les routes yvelinoises à bord d'une Jaguar de 1955. Pour ces passionnés, ce bijou de mécanique n'a absolument pas sa place dans un musée, mais bel et bien sur le macadam. On continue à les faire vivre, ce qui est beaucoup plus important parce que vous avez derrière nous une voiture qui n'a jamais été restaurée, qui est une voiture qui a couru dans toute une partie de sa vie et qui continue à courir. Elle sera au Mans Classique, elle a été au Mans Classique dans les années passées. C'est des voitures qui continuent à vivre. Évidemment, on ne s'improvise pas spécialiste de Simca, de coccinelle et autres 4L. Cette passion se transmet de génération en génération. Ça vient de mon grand-père qui avait une bonne collection, qui a transmis la passion à mon père et voilà, ça se transmet de père en fils. Donc voilà, depuis que j'ai 15-16 ans, je suis dedans à fond, bricoler tous les week-ends. Sur ce rallye d'une centaine de kilomètres répartis en 2 étapes, le chronomètre n'avait pas d'importance, seul comptait la qualité de la navigation des équipages. C'est l'esprit club, c'est pouvoir se déplacer ensemble à des vitesses à peu près comparables, ce qui fait que les gens arrivent à se suivre. Et puis c'est la découverte. Hier soir on a eu une épreuve de nuit, on a roulé jusqu'à à peu près minuit et demi, quelque chose comme ça. Et là il faut s'orienter de nuit, c'est assez compliqué, la lampe de poche dans les dents pour lire le roadbook. Mais ça fait partie du jeu, c'est très sympa. Toujours aussi sympa. L'année dernière il y avait de la neige, les conditions étaient moins bonnes. Là au moins c'était dégagé, c'était sympa. Très très bien. À refaire. L'arrivée est souvent le pire des moments car la chevauchée s'arrête. Il faut alors ranger ces vieilles dames au garage jusqu'à leur prochaine parade. Et il ne manquait que le Citroën Type H de Louis Labrocante. On reste à Versailles où au château le bassin de Latonne est en réfection depuis quelques mois. Une nouvelle étape a été franchie ce lundi avec la dépose de l'araignée, le cœur du système hydraulique. Cette pièce majeure de 4 tonnes va être rénovée sur place à la vue des visiteurs qui pourront ainsi découvrir les techniques anciennes de restauration, un savoir-faire unique développé par les fontainiers du château, Catherine Zulato et Jonathan Willeman. Voici le bassin de Latonne dans sa magnificence. 70 jets d'eau qui jaillissent à profusion de la gueule d'animaux ou de la bouche des anges. Et voici aujourd'hui le même bassin en cours de restauration car il avait tendance à s'affaisser. Toute la statuaire a déjà été retirée. Nouvelle phase avec le déplacement de l'araignée. Cette pièce majeure distribue l'ensemble de l'eau au jet de la fontaine. Faite de plomb et d'étain, elle a été réalisée sous Louis XIV en 1686. C'est une ellipse, donc plusieurs niveaux de sculptures, enfin de statues qui elles-mêmes crachent de l'eau. Donc il faut alimenter chacune de ces statues, de ces sculptures. Donc cette forme elliptique suit la forme du buffet d'eau. C'est curieux, on a l'impression de retrouver une dissection des artères, des veines. On dirait presque un cœur. On dirait presque ça. C'est le cœur, c'est objectivement le cœur fonctionnel du bassin de Latonne. C'est ce cœur qui permet de faire sortir ces fluides, cette eau. Ce bassin est remarquable parce que bien sûr il remonte à l'époque de Louis XIV avec un premier aménagement par le nôtre et ensuite une transformation par Mansart. On est également au cœur du parc de Versailles, donc c'est le bassin le plus central. En quelques minutes, la pièce est soulevée de son écrin de terre pour être déposée délicatement sur des pièces de bois. C'est là que pendant 2 mois, à la vue de tous, les fontainiers du château vont rénover cette couronne de 4 tonnes. Depuis sa construction, elle n'a jamais été mise à l'air libre, puisqu'elle était dans la fontaine cachée, et elle n'a jamais été extraite. Donc là, c'est vraiment une chance de pouvoir la voir de près. Et puis on va s'atteler à tous ces travaux de restauration, de reprise des fissures.
L'occasion pour les visiteurs de rencontrer les fontainiers et d'en savoir plus sur des techniques ancestrales uniquement connues d'eux. Les soudures sur le plomb sont assez atypiques et il n'y a que ici, globalement, qu'on essaie d'entretenir, pérenniser ce type d'ouvrage. Les couronnes de Fontainerie qui sont les plombs du XVIIe, avec les soudures à l'ancienne, avec les marques à la fleur de lys. Tout ce chantier est conçu aussi pour sauvegarder ce patrimoine, qui est un patrimoine que personne ne voit parce qu'il est caché à l'intérieur, mais qui est quand même un patrimoine technique de très très grande qualité et qui témoigne d'un savoir-faire. Le bassin de la Tonne devrait retrouver tout son éclat au mois de septembre prochain pour une mise en eau avant le début de l'automne. Culture maintenant et une découverte inattendue à l'église Saint-Germain de Paris de Magny-les-Hameaux. Alors qu'en 2012, l'inventaire des biens de la paroisse est effectué par le Conseil général, un tableau considéré comme une simple copie et représentant Saint-Jérôme est mis en restauration. À l'automne dernier, le verdict tombe, c'est un original et il date du XVIIe siècle. Peint dans l'atelier du maître italien Guido Reni, sa valeur est inestimable et il est aujourd'hui gardé en sécurité dans la mairie de Magny-les-Hameaux. Nous avons pu rencontrer Philippe Luez, conservateur en chef du musée Port-Royal des Champs. Il décrypte l'œuvre pour nous en exclusivité dans ce 7-8 week-end. Élodie Moine pour les images. C'est une figure d'un saint de l'Église primitive qui choisit de se retirer au désert. Ça, c'est le terme consacré. C'est-à-dire qu'il quitte la ville pour s'installer en dehors de la ville et vivre dans une grotte. Le Saint Jérôme, donc c'est lui dont il s'agit, est représenté de deux manières. Soit dans un bureau, c'est un intellectuel, c'est-à-dire il écrit, soit dans une grotte en pleine nature. Et sur le tableau, l'artiste a choisi un plan très resserré, on le voit à mi-corps. Il tient le crucifix à la main, donc c'est vraiment la référence au travail religieux du personnage. Et sa main est appuyée sur un crâne qui est le symbole de la vanité. Donc on est sur une représentation un petit peu sévère du personnage. On a d'autres tableaux où on le voit représenté en pied et souvent avec un lion à ses pieds. Donc c'est un autre type d'iconographie. Au XVIIe siècle, on a un certain nombre de personnages comme cela dans la peinture religieuse, soit homme, Saint Jérôme, soit femme, la Madeleine. Et dans les deux cas, c'est deux images que l'Église de l'époque veut donner aux contemporains. Leur dire, vous voulez aller au paradis, vous voulez faire votre salut, retirez-vous au désert, retirez-vous de la ville pour réfléchir, méditer. Donc c'est un tableau en fait qui est une incitation à la pénitence. Et dans sa main droite, il tient une pierre pour se mortifier. Il fait pénitence, donc il se frappe la poitrine avec la pierre. Alors, la question de l'origine du tableau, donc pourquoi ce tableau italien arrive ici, donc il faut voir qu'il y a un véritable marché de l'art au XVIIe siècle autour de l'atelier de Reni, qui est un peintre très recherché par un certain nombre d'ecclésiastiques ou de souverains européens. C'est aussi un thème, donc ce thème du départ vers le désert, qui évoque aussi d'une certaine manière la présence de ces hommes qui ont choisi de quitter Paris ou de quitter la cour pour venir s'installer à Port-Royal. Donc la question reste ouverte. Effectivement, soit ce tableau est arrivé au XIXe siècle parce qu'un riche collectionneur, une famille pouvait l'avoir chez lui et avoir voulu donner le tableau à l'église pour faire plaisir au curé, pour faire plaisir au maire, ou ça peut très bien être aussi un tableau offert dès le XVIIe siècle en référence à ces autres ermites qui vivent à quelques kilomètres de l'église. Merci beaucoup Philippe Luez pour cette analyse. On reste à Magny-les-Hameaux, mais cette fois à l'Estaminet. Une fois par mois, Anne-Sophie Chillard aborde la philosophie avec des enfants de 7 à 10 ans. Un rendez-vous durant lequel les jeunes philosophes en herbe s'expriment sur des sujets de société, sans tabou et sans parents. Yolène Torres et Jonathan Villeman. Ces jeunes philosophes ont entre 7 et 10 ans. Un samedi par mois à l'Estaminet de Magny-les-Hameaux, ils débattent, réfléchissent et s'interrogent sur des grands thèmes de société. Ce mois-ci, la grande question était « Pourquoi on meurt ?» Chacun avait sa petite idée. Parce que si on est trop dans le monde, on ne pourrait plus vivre, il n'y aurait plus d'air. Parce que le cerveau il marche plus ou le cœur il marche plus.
et parce qu'on est vieux ou par une maladie. C'est comme si tu étais en train de jouer et que voilà, tu meurs jamais, quoi. J'appelle ça de la triche, mais il faut bien qu'on meure un moment. C'est la 2e année qu'Anne-Sophie anime cet atelier. L'objectif est de permettre aux enfants de s'exprimer sans tabou, de développer leur esprit critique et d'apprendre à s'écouter. Malgré leur innocence, leurs propos ne sont pas dénués de sens. Leur pertinence, elle est vraiment toujours là, quoi. Je trouve que par rapport à des adultes, les idées sont les mêmes, elles sont juste exprimées différemment. Mais... C'est sûr, tout le monde a envie d'être heureux, mais on ne peut pas l'être. On ne peut pas l'être tous. Chaque fois, il y a un peu de poésie. Par exemple, le petit garçon qui a parlé du jeu de loi, pour résumer un peu ce qu'était la vie. On avance d'une case chaque jour. Je trouvais ça assez joli. Et puis après, un des petits garçons qui n'a pas trop participé, mais qui, sur la fin, quand je lui ai demandé ce qu'il allait dessiner sur le tableau pour résumer un peu le débat, il a voulu faire une horloge. Et je trouvais que c'était aussi une idée assez pertinente par rapport à la mort. Pendant 1 heure, c'est aussi l'occasion pour ces jeunes de parler sans la présence des parents. C'est intéressant de discuter entre enfants aussi, parce que c'est différent des discussions avec les adultes. Et puis aussi, c'est pas avec les parents, donc c'est aussi un espace libre pour eux. Donc je trouve ça bien qu'ils puissent commencer à réfléchir par eux-mêmes sur leur propre idée. C'est des concepts qui sont importants à adhérer au plus tôt dans la vie pour avoir un petit peu déjà des axes pour se construire, quoi, tout simplement. Voilà. Après, aussi avoir un avis autre que les parents, parce qu'on n'a pas la science infuse en tout. Essayer d'oublier, parce que sinon après c'est triste de penser toujours à la personne qui est morte. Prochain thème abordé le 8 mars prochain, les filles et les garçons. Et n'oubliez pas que la vérité sort de la bouche des enfants. Le 7 février prochain, le Scarabée de Trappes reçoit le groupe nantais Elmer Footbeat. C'est le grand retour sur scène pour le trio avec un nouvel album qui s'intitule Les Rois du bord de mer. Nous avons pris des nouvelles des papas de Daniela, Nicolas Gervais, Élodie Moine et Étienne Dang. J'en fais mon affaire. Et les courses et bonnes manières dans les stations balnéaires. Je suis le roi du bord de mer. 20 ans, parce qu'il est tellement bien qu'il fallait bien 20 ans pour qu'il mûrisse. Voilà, hein? Tiens, oui. Toi il y a eu un cap-titre il y a 4-5 ans, où pour S'échauffer, on avait fait un cap-titre. Avec Les filles, c'est fait pour faire l'amour et tout ça, avec des belles chansons. Et là, on en a fait un vrai avec 12 chansons. Ouais. On a fait différentes choses les uns les autres, dans différents groupes, différents projets, comme on dit par chez vous. Chez les gens intelligents, on parle de projets. Et puis, on s'est retrouvés un petit peu par hasard en 2002. On peut dire que le Zénith de Nantes, fin 2006, a été un peu le déclencheur, qui a dit, oh là, il se passe un truc quand même. 5000 personnes, quand au moment où on attaque Daniela, ils se mettent à chanter Daniela, tu dis, oh, il s'est passé un truc quand même. Sur scène, on fait plein de vieux morceaux et on fait pratiquement tout le nouvel album, plus plein de vieux morceaux. On mélange tout. Non, on n'oublie rien, au contraire. On mélange tout, le neuf, le vieux, et c'est ça qui est bien sur scène. Bienvenue dans le monde d'aujourd'hui, dernier né de la haute technologie. Prenez-moi à l'essai sous garantie, je suis l'homme à tout faire. Branchez-moi, chargez-moi et c'est parti. Je ferai ce pourquoi l'on m'a construit, car je suis un robot, le meilleur ami de la ménagère. Avec une fonction supplémentaire. On a fait plein de morceaux, et puis après on a demandé à Mathieu Ballet de nous produire. C'est-à-dire qu'on a été, il nous a enregistré, on a fait les basses batteries dans un studio, puis après on a été chez lui dans sa maison au bord de la mer. Et puis on a enregistré tout au fur et à mesure chez lui, que des nouvelles chansons. Et puis c'était super quand on était au bord de l'eau. Il y a celui qui amène l'idée, ça peut être Lolo, ça peut être moi, ça peut être que lui, notre premier guitariste. Puis après on répète tous ensemble au local et puis on met ça debout tous ensemble. On pourra remarquer que certaines parties restent dures comme du fer, always ready. Pour étendre le linge, plus de soucis, il y a tout pour faire. Pour satisfaire la ménagère. C'est
comme ça qu'on est sur scène en fait, à l'énergie, c'est puissant, ça envoie du bois. J'ai d'excellents musiciens surtout, qui jouent très très bien le rock'n'roll. Et puis moi, je suis devant à faire l'abruti, et puis tout va très bien comme ça. Je n'ai pas un organe exceptionnel. Alors, pour compenser, car j'ai horreur des chanteurs qui ont l'air de s'ennuyer sur scène. Ça arrive, alors ils chantent bien tout, mais il se passe rien. Et donc moi, tu vois, faut que je compense. Et donc je bouge. Happy partout, tu commences à comprendre. Bravo. Merci Paris, vous avez vu cette turbo-brosse? Elmer Foot bute le 7 février au Scarabée de la Verrière. La Maison de la Poésie à Guyancourt a organisé un week-end d'écriture mené par l'artiste Tristan Félix. Dimanche, les participants ont découvert le monocondyle, un style graphique byzantin du Xe siècle, mais aussi un style graphique méconnu que nous utilisons pourtant chaque jour. Aurélia Debussy et Jonathan Villeman. D'un seul trait, voilà la seule consigne donnée au cours de l'atelier d'écriture mené par Tristan Félix. Sur le thème du monocondyle, une signature enchevêtrée faite de boucles et de courbes, les participants s'exercent à un style graphique datant de l'époque byzantine. C'est en effet au cours du Xe siècle qu'apparaît cette forme d'écriture dont l'objectif est de rendre la signature inimitable lors d'actes authentiques. Pour Tristan Félix, le tracé imaginaire et improvisé agit comme un révélateur de l'inconscient. Une signature dont le trait continu fait émerger ce que l'on est. L'identité est quelque chose qui me passionne, qui me taraude. Je me prénomme Tristan Félix, c'est évidemment pas parce que je suis une femme. Mon nom, c'est un nom de plume, un nom d'artiste. J'ai une vingtaine de pseudonymes aussi. Et je pense qu'on est une foule, on est tous pluriels. Mais pour l'organisation sociale efficiente, on nous attelle ou on nous attribue une identité et une seule. Cette idée de retrouver un fil qui parfois dans la vie de chacun a été rompu. Et il faut s'amuser ou muser à retrouver ce fil-là sans le lâcher. Voilà. Et à occuper sur cet espace de la page, qui est un rectangle, occuper le plus grand espace possible en poursuivant ce fil le plus loin possible, dans les recoins inexplorés, parce que dans la vie, on est attelé, comme je vous le disais, à des métiers, à des fonctions, et on n'explore pas tous les recoins de ce que l'on est. On n'active pas toutes les personnes que l'on est, la foule qui sourd en nous. Voilà. Et c'est l'occasion comme ça de se dire, en s'inspirant d'un modèle ancien. Un modèle ancestral qui ouvre une voie à un nouveau mode de développement personnel. Toutes les stratégies qui permettent d'ouvrir un espace et d'ouvrir un champ sur l'inattendu, justement, et ouvrir toujours des portes. Et ce qui est intéressant pour se développer au sens large. La Maison de la Poésie à Guyancourt accueille pour son prochain week-end d'écriture, les 8 et 9 février, la poète dramaturge Claude Bert. L'atelier sera dédié à l'univers des héroïnes. Une élection pour élire le plus beau bébé, c'est ce qu'organise depuis 1925 la marque Bébé Cadom. Finaliste cette année, le petit Timothée du Chesnay, qui faisait face aux internautes et un jury de célébrités à Paris. Patrick Jacques de Dixmude pour les images. Depuis 1925, Bébé Cadom élit chaque année son plus beau tout petit. L'élection remise au goût du jour en 2007 le désigne désormais parmi 40 000 bébés inscrits en ligne. Suite au vote sur Internet, 12 bambins sont sélectionnés pour la finale, dont le petit Timothée du Chesnay, qui se présentait avec ses parents sur la scène de l'Élysée-Biarritz à Paris. En fait, c'est des amis de Lucie qui avaient déjà fait ce genre de concours et qui l'ont mis qui lui ont donné envie, en tout cas, d'y participer. Et donc voilà, on a tenté notre chance. Et depuis qu'il a 6 mois, en fait, tous les mois, on essaye. Et on n'avait jamais eu de chance jusqu'à maintenant. Et puis, on a eu le top 50 en décembre et top 5 et puis bébé du mois. Donc, on tourne une fois. Donc, on a eu énormément de chance. Beaucoup de chance, peut-être, mais il reste une dernière étape à franchir pour Timothée. Face à lui, les internautes qui pouvaient voter en suivant la cérémonie en ligne et un jury composé de célébrités dont la chanteuse préférée des tout-petits. J'ai mis comme critère celui qui était éveillé, celui qui était très indépendant,
Bon, bah, j'en avais mis un autre, mais c'est pas grave. Cette petite fille était très très mignonne aussi, ressemble bien à bébé Cadom. C'est en effet la petite Clara, 17 mois, qui a su séduire les votants et remporte ce concours 2014 avec tout de même 6 000 € offerts en placement sur un livret A qu'elle pourra toucher à ses 18 ans. Ça valait bien une petite chanson. Ah, excusez-moi, Chantal Goya, ça me fait toujours de l'effet. Une élection pour élire le plus... Non, on l'a déjà dit. Jusqu'au 2 février, à l'espace de Coville, de Voisins-le-Bretonneux, le club des collectionneurs des Yvelines expose ses plus belles pièces. Une occasion de découvrir des objets d'hier ou d'aujourd'hui et de rencontrer des passionnés. Patrick Jacques de Dixmude pour les images toujours. Ils sont molabophiles, numismates ou encore lécitiophiles. Autrement dit, ils sont collectionneurs d'anciens moulins à café, de pièces de monnaie ou de flacons de parfum. Ces passionnés d'objets d'hier ou d'aujourd'hui exposent leurs trésors jusqu'au 2 février à l'espace de Coville de Voisins-le-Bretonneux. Une exposition multicollection organisée par le club des collectionneurs des Yvelines. Le club réunit un certain nombre de passionnés, une cinquantaine, qui se réunissent une fois tous les 2 mois et partagent leurs trouvailles de toute l'année et essaient de les mettre à la disposition du public au travers, par exemple, de l'exposition d'aujourd'hui. Je suis donc un pommelcophile, autrement dit quelqu'un qui collectionne les tire-bouchons. J'ai une petite pièce effectivement du 18e, moitié du 18e, qui est donc un tire-bouchon à parfum, qui est en argent et qui a quand même une certaine valeur, nous pouvons dire donc aujourd'hui. Des tire-bouchons anglais dont j'ai quelque chose, une préférence, parce que nous aurons par exemple des manches en corne, d'autres en ivoire, d'autres dans des bois précieux. Je considère que pour l'instant ce sont les maîtres en la matière. Si vous dénichez des trésors dans vos greniers, vous pouvez faire appel aux collectionneurs du club des Yvelines qui peuvent vous aider à les évaluer. Ce 7-8 week-end est presque terminé. Avant de se quitter, un petit coup d'œil sur l'agenda des sorties dans l'agglomération saint-quentinoise. Le Maracatch d'impro par la compagnie Enfance le Clown. Venez assister à une soirée d'humour où, en impro, des comédiens s'affrontent sur scène dans un match de blagues et sous le contrôle pointilleux d'un arbitre. C'est au Café de la Plage à Maurepas. Globulus Vidéodance, la compagnie Ouragan propose un spectacle mêlant un musicien et une danseuse. Il nous raconte la naissance de la vie et de l'existence terrestre avec comme langage privilégié le mouvement et comme appel à tous nos sens les sons. C'est à la Maison de l'Environnement de Manille-les-Hameaux. Une exposition d'aquarelles pour terminer. Venez découvrir les caprices de l'eau sur le papier et tout le charme de cette technique de peinture avec des aquarellistes expérimentés qui exposent leurs œuvres soigneusement sélectionnées par un jury de professionnels. C'est à la Maison des Bonheurs de Manille-les-Hameaux. Voilà, c'est tout pour ce 7-8 week-end. Retour sur l'actualité lundi avec le 7-8 l'actu de Wilfried Ritchie et le 7-8 sport d'Anthony Reich. Un excellent week-end à tous sur TV Fil 78. Salut.